Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anna Mouchez et François Narbou, fondateurs de la société Miam Animation, qui produit et distribue des programmes d'animation comme Yetili, Non et Edmond et Lucie. Bonjour François, bonjour Anna. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. On était en train de parler que c'était sympa de s'entendre en reverb comme ça fait penser à toute la tendance ASMR. Alors, il y en a un que ça plaît, cette tendance, l'autre Oui. que Moi, ça ça irrite. m'apaise. Voilà, moi, ça me rend hystérique. Non, mais c'est bien, ça a double effet qui se coule. Moi, il faudrait que j'essaye, en fait, mais j'ai entendu pas mal parler de ça. Écoutez, je suis super content de passer du temps avec vous et de discuter un peu de votre histoire, vos métiers, les créations que vous avez au sein de chez Miam. Et ma première question, finalement, c'est... vous leur dites quoi à ceux et à celles qui vous disaient il y a 4 ans non, n'y allez pas, c'est bouché dans le secteur, vous allez vous planter? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, j'ai absolument pas du tout eu ce retour-là dans le sens où, en fait, moi, j'ai rien demandé à personne. Et Ouais. donc, j'ai pas fait de sondage. C'est vrai que j'ai pas particulièrement demandé de permission. Ouais. Donc, j'y suis allée. Et en fait, au début, l'idée, c'était de produire Edmond. Donc, mes premières démarches, elles étaient auprès de Nathan, qui est l'ayant droit. Et puis, et à l'époque, pour la petite histoire, Miam n'était même pas encore montée, en fait. Donc, j'ai quitté ma précédente société, qui était 1000 Images. Et en fait, voilà, avec François, on était très, très confiants. On avait très envie de produire cette série. Et donc, en fait, très naturellement... j'ai quitté ma précédente boîte un vendredi et puis le lundi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Nathan et j'ai dit coucou, en fait j'aimerais bien racheter les droits. Et donc voilà, ça a commencé comme ça et j'ai commencé à négocier avec Nathan. Miam n'était même pas encore créé. Donc en fait tout s'est fait finalement assez naturellement, assez rapidement. Et donc j'ai pas eu de doute, Ouais. j'ai pas eu de questionnement en fait. J'ai pas eu du tout cette phase de gestation, de m'interroger, le secteur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, où est-ce qu'il y a une opportunité. En fait, c'était tout hyper naturel. Ouais, une suite naturelle, en fait. Ouais, c'était une suite naturelle et en fait, c'était une impulsion, en fait. C'était une impulsion, j'avais envie de ça, voilà, il y avait ce moteur qui était là et puis voilà. Et puis... On reparlera d'Edmond et Lucie un peu Ouais. plus tard. Et donc, François, toi, quelle a été... t'étais derrière, en backstage, pour pousser C'est derrière, parce qu'en fait, Miam, pendant 1 an à peu près, c'était notre cuisine. Ouais. On bossait dans la cuisine, puisque chez nous, la cuisine, c'est la pièce principale. Ouais. D'où le nom Miam. Ah, Aussi. pas mal, ok. Ouais. Ouais. Ça provient de ça, d'accord. Ça vient de là, parce qu'en fait, dans notre cuisine, on a un magnifique dessin que nous a fait Marc Boutavant, l'auteur d'Edmond, qui trône dans la cuisine et sur lequel est écrit en gros Miam. Ah, Et on a longuement cherché le nom de la boîte, et puis... c'était comme une En fait, évidence. il était écrit là, et c'est là qu'on bossait. Ouais. Donc oui, j'étais là depuis le départ, oui. Non, mais c'est stop. Les premiers mois d'existence de Miam, vous étiez avant tout distributeur. Hein. Donc, Non, en fait, non, pas vraiment. Non, Ok. comme je te disais, en fait, au début, vraiment, c'était Edmond. Et puis, en fait, c'est venu aussi assez naturellement. J'ai rencontré différents producteurs qui m'ont appelé, qui ont su que j'étais plus à 1000 Images. Ouais. À 1000 Images, j'avais une casquette qui était vraiment business, donc j'étais vraiment identifiée comme ça. Et quand ils ont su que j'y étais plus, ils m'ont dit est-ce que ça te dirait? Moi, en fait, je produis une série, je cherche un distributeur. Est-ce que ça te dit? Et puis, en fait, ça paraît fou un peu comme ça, parce qu'on a l'impression que ça fait partie d'une stratégie toute pensée et tout. Mais en fait, non. C'était le hasard des rencontres, en fait, entre février-mars et puis le MIFA donc 2016, puisque Miam a 4 ans. C'est le festival d'Annecy. Ouais, le festival d'Annecy. Et puis voilà, je me rappelle encore, il pleuvait. Et puis il y a un autre producteur qui est venu me voir sous mon petit parapluie qui m'a dit alors, tu fais quoi? Et je dis voilà, j'ai monté une boîte. Je commence à distribuer un peu, mais super, vas-y, on bosse ensemble. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà. Et en fait, assez vite, il y a eu ce catalogue qui s'est agrégé. Ouais. Alors on a l'impression. Catalogue qui comprend justement non.
Oui. Ouais, qui est un super petit show parce Ornithorynque. que c'est un ornithorynque, Oui. exactement, ouais, qui a sa bande d'amis en fait, un format 52:7, hein, c'est ça. Ouais. Et alors la technique derrière, c'est du computer, mais c'est en stop motion. Ça ressemble à du stop motion, mais c'est fait par ordinateur. C'est de l'imitation stop motion faite sur Blender. C'est la première fois que j'avais vu ça. Jamais vu ça auparavant. Il y a quelques autres prods qui se font dans ce style-là. C'est un petit peu tendance maintenant. Ok. Mais c'est vrai que là, ils sont arrivés à quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a même vraiment toutes les empreintes digitales sur les modèles. Ah ouais. Oui. Si on regarde vraiment avec une bonne qualité, on se rend compte que, on a vraiment Ils sont l'impression que allés c'est au de la bout plastique. Ah ouais, Ouais, d'accord. de leur démarche. Très chouette. Ouais. Ouais. On va regarder un court extrait de Non. Mon nom c'est non, je me pose des questions, je trouve des solutions grâce à mes compagnons. MacGyver et moi, on vit à l'unisson, à Saubois-les-Bains, y a toujours de l'action. Voilà, ce petit ornithorynque là qui a l'air d'avoir une vie folle, hein. J'aime bien parce que ça, c'est à quelle destination comme public? Ah bah c'est preschool. Preschool, ouais. Upper, preschool. Mais c'est de plus en plus déjanté, je trouve, dans le genre, hein, dans tout ce qui est preschool. Bah ça c'est la marque Canal, hein, Ouais. parce que c'est une série qui est produite pour Canal+. Mais c'est aussi Nicolas Schmerkin, le producteur de Autour de minuit, qui est quelqu'un qui adore tout ce qui est un peu décalé, déjanté, et c'est sa patte, et c'est ce qui me plaît aussi, parce que tous les producteurs avec qui on travaille, leur point commun, c'est d'apporter des choses nouvelles, différentes qu'on n'a pas vues. Moi, c'est ça qui me plaît, en fait. Vous avez un choix éclectique hein, dans tous les paris que vous avez fait. Ouais, à chaque fois, c'est des producteurs indépendants. En fait, c'est pas forcément un choix, mais il se trouve que c'est comme ça. Et tous, ils ont une patte artistique, graphique, littéraire qui est vraiment singulière, qui est audacieuse et qui apporte quelque chose au monde de l'animation, mais qui apporte aussi aux enfants, quoi. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Avec des clins d'œil aux parents, parce que là, par exemple, le petit lecture, ornithorynque, il a un ami qui s'appelle MacGyver, j'ai trouvé ça génial. Oui. Et j'ai envie de repasser ce petit générique qu'on connaît tous. Oui. Ouais. Mais ça, c'est toute la patte de Nicolas, en fait. Mais je pense aussi que c'est le reflet de ce qui se passe dans l'édition, parce que c'est une adaptation, non. Ouais. Que j'ai l'impression que dans l'édition, on est un peu moins frileux que dans le milieu du visuel, qu'il y a peut-être un peu plus d'expériences qui se font, et voilà, ça commence à arriver. Il y a quelques contenus qui commencent à être un peu différents, un peu moins normés. C'est une tendance de fond, quoi. En fait, j'ai l'impression, ou en tout cas, c'est une envie. Et voilà, c'est chouette de voir ce genre de produit. Comédie. Qui s'adresse à la fois aux enfants et aux parents, effectivement, parce que de plus en plus, les parents ont envie de passer du temps avec leurs enfants. Ça, c'est aussi une tendance des dernières années. C'est que ce soit en livre ou à la télé, ce qu'on appelle le co-viewing. Et donc, en édition comme en audiovisuel, l'idée, c'est de pouvoir parler aux deux. Et les parents sont super contents parce que de plus en plus, ils prennent plaisir à partager du temps avec leurs enfants, alors qu'avant, c'était un peu la... Enfin, je sais pas. C'est intéressant. C'est cucu-concon pour les tout petits, et puis grosse baston pour les plus grands, et voilà, enfin... beaucoup trop normé, quoi. Maintenant, il y a 2-3 lectures possibles sur un même. Et d'ailleurs, quand on regarde un Pixar ou un DreamWorks en long métrage, c'est excellent. Moi, je me régale à regarder ça encore aujourd'hui. Donc, ok, donc ça consiste en quoi le métier de distributeur finalement? Parce que toi, Anna, tu occupais ces fonctions en particulier quand tu étais dans ta société précédente. Mais alors, c'est quoi vraiment le job d'un distributeur? Alors, le job du distributeur, il peut commencer très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, il est aux côtés du producteur et puis il va l'aider en fait à la fois pour négocier ses droits auprès de du diffuseur, du principal diffuseur. Il va l'aider en fait il va lui donner un retour dans la phase de développement et dans la pré-production sur le marché international. Lui dire voilà, en fait les choix que tu fais, ils sont complètement raccords ou pas forcément
avec le marché international. Parce que nous, notre objectif, c'est de récupérer une série et puis de la vendre à l'international derrière, donc de l'exploiter sur les différents droits, dans les différents pays, aux différents interlocuteurs, que ce soit en linéaire, en non linéaire. Et du coup, pour que notre job soit plus aisé, que ce soit en vente pure, mais aussi en marketing, en communication, du coup, on arrive de plus en plus tôt aux côtés du producteur pour lui donner des conseils, pour l'aider très concrètement, souvent dans la négociation des contrats en amont, et puis faire des retours. Nous, on fait des retours à la fois sur des choix de musique ou de doublage, ou même sur du graphisme. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, c'est là où ça rejoint en fait, notre métier de producteur et de studio. C'est que du coup... c'est parce qu'on a aussi cette connaissance-là des séries que du coup nos conseils sont d'autant plus avisés auprès des producteurs. C'est qu'on connaît aussi, moi je connais aussi leur job, leurs contraintes de financement en France, à l'international. Donc voilà. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire distribuer ? Ça veut dire faire en sorte qu'un dessin animé soit vu par plein d'enfants. Ouais. Et que donc il soit vu par des enfants dans tous les pays du monde et là où il se trouve, que ce soit à la télé, que ce soit en plateforme SVOD. Voilà, donc c'est trouver le meilleur diffuseur, le meilleur partenaire, territoire par territoire, pour la série. Parce que toutes les séries sont différentes et il y a différentes stratégies tout simplement de distribution. Donc on peut négocier avec un Netflix et puis en une vente couvrir le monde, ou alors se dire que sur une série, ça vaut le coup d'aller faire tous les diffuseurs, Free TV, Pay TV, territoire par territoire. Même si c'est très loin, quoi. Comme par exemple la Chine, qui commence à être un marché intéressant. J'ai vu qu'une une œuvre que vous distribuez, Yetili, a été vendue en Chine aussi. Oui, c'est pas que elle. En fait, il y a aussi Petit Malabar et Non-Non. D'ailleurs, Non-Non est sur CCTV, comme Yetili. Yetili et Petit Malabar sont sur Youku, Alibaba. Oui, c'est super. J'ai beaucoup aimé bosser avec la Chine. La Chine, en fait, c'est un territoire qui donne beaucoup de place aux femmes. Je m'en suis rendu compte dernièrement. Ils tiennent en très haute estime la valeur de l'entrepreneuriat, et encore plus quand c'est une femme qui le porte. Et donc forcément, c'est des choses qui nous parlent, qui me parlent. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui... Enfin, comment dire, c'est des relations qui sont vraiment entières. C'est qu'il y a le business, il y a les séries, bien sûr, mais il y a aussi la personne derrière la boîte, sa stratégie, comment elle se positionne, et ils prennent tout ça en compte, et c'est... Pour prendre leurs décisions, quoi. Ouais, je trouve ça assez agréable, ouais. Intéressant. François, t'en penses quoi sur l'aspect artistique, réel de ce programme-là en particulier ? Yetili ? Ouais. J'ai bien peur de garder mon avis, parce que j'avoue que je ne connais pas le programme ultra bien. Pas. Non. Moi, j'ai très peu de temps à consacrer à la distrib. J'aide Anna pour ce qui concerne toute l'image de la boîte, on va dire. Les outils qui servent à vendre, les sites web, les trucs comme ça, la com. Après, je regarde pas forcément dans le détail les séries, donc je vois très bien Yetili. C'est chouette. Après, quant à la réalisation, etc., j'ai pas été jusque-là. Il y a d'autres séries vers lesquelles j'ai plus d'affinité, où j'ai été vraiment voir comment c'est foutu. Par exemple, Petit Malabar, que je trouve très très bien réalisé. Mais voilà, non, sur Yetili, j'ai rien de très particulier. On va regarder Yetili pour que les gens se fassent une idée un peu du ton et de l'aspect. Nina, Léon, vous êtes là ? Vite, vite ! Oh, je crois entendre des bruits. Oh, c'est bizarre. J'aurais juré qu'elles étaient là. Oh, c'est vraiment dommage, ça. C'était l'heure de l'histoire. Surtout que celle-là, elle vaut son pesant de brioche. Tant pis, je vais la lire tout seul. Oh non ! Émile est invisible. C'est marrant, ça fait un peu passer à Père Castor, un peu. Et puis c'est attendrissant, hein, ces petites poupées marionnettes là. Ouais, en fait Yetili, c'est justement la série parfaite pour dont on parlait tout à l'heure, le co-viewing. C'est-à-dire que Yetili, c'est une série qui incite à lire des livres. En fait, les livres qui sont lus en fait existent vraiment dans le commerce, mais bon, on peut lire ceux-là comme on peut en lire d'autres. Et l'idée, c'est de montrer aux enfants, mais aussi aux parents, que le simple fait d'ouvrir un livre, c'est un geste qui est un peu magique, et que généralement, c'est une activité qui peut se passer vraiment en famille, les deux parents, plusieurs enfants qui se réunissent.
Et c'est de montrer aux parents qu'en fait, lire un livre, c'est pas si impressionnant que ça. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais ça peut être très impressionnant pour un papa ou un maman qui vit, par exemple, dans un pays où c'est pas forcément sa langue. Et puis, on s'imagine qu'il faut faire des voix, qu'il faut faire le show, quoi. Et en fait, pas tant que ça, parce que les enfants prennent part beaucoup à la lecture. Ils posent des questions, ils s'amusent, ils rigolent. Et donc, ça devient vraiment une activité familiale. Et ce qui est chouette avec Yetili, c'est qu'à aucun moment donné, le Yeti est en compétition, en fait. C'est-à-dire que le papa ou la maman qui regarde avec son enfant, qui derrière va lire un livre avec son gamin, il va pas être en compétition avec cette grosse peluche. Et je pense que c'est là où on est vraiment gagnant, et c'est pour ça que la série s'est vendue dans énormément de pays. C'est que il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que le papa va pas se dire « Ah mince, je vais lire le même livre, ça va être moins bien qu'Yetili. » Bah non, Yetili, de toute façon, il n'existe pas. Ça aurait été une vieille dame ou un vieux monsieur, par exemple, ça n'aurait pas été la même. Parce que, comme souvent, c'est les mêmes livres, parce qu'ils existent encore une fois. Ça permet de décomplexer, en fait. Voilà, ça décomplexe. Vas-y, ouvre un livre, tu vas voir. Même si tu fais mal les voix, on s'en fiche. Les enfants, ils attendent pas ça. Ils veulent le geste, en fait. Et lire, c'est super important, parce que c'est l'une des dernières activités qu'on fait en famille, en fait, avec manger, les repas, il y a la lecture. Et donc, du coup, au détour d'un livre, peuvent arriver des questions, des peurs, des angoisses, ou tout simplement des envies de raconter. Vous avez d'ailleurs une petite fille qui a quel âge aujourd'hui ? Elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Et donc, vous l'avez initiée à la lecture un peu avec ce côté, allez, viens, on va passer ce moment. Oui, bien sûr. Ouais, complètement. On lit avec elle et on partage avec elle ce qu'on fait, bien sûr. Alors justement, vous avez ramené des livres là. Racontez-moi, c'est Edmond et Lucie, c'est ça ? Bah oui. En différentes langues, là, parce que je peux regarder, hop, je l'ai ici dans une langue... estonien. Donc. En estonien, c'est ça. Et puis là, en français. Oui. En fait, c'est une collection d'albums qui sont édités chez Nathan et qui sont publiés dans une vingtaine de pays. Ouais. Voilà. Et que vous avez... Donc, comment est-ce que vous êtes rentré en connexion avec les auteurs ou déjà Alors, même... C'est une très très longue histoire. Moi, j'ai rencontré Marc Boutavant, donc l'auteur graphique, en 2004. C'était un appel d'offres pour faire un habillage pour Canal+, pour leur émission jeunesse qui s'appelait Canaille+. Okay. On avait perdu l'appel d'offres, donc tant pis. Mais bon, au moins, on s'était rencontrés avec Marc. Et 4 ans après, on a lancé la prod chez Millimage de MOOC, qui est donc une autre adaptation de ses livres. Donc c'était 2 saisons de 52 épisodes. Ça nous a pris quelques années. Et très peu de temps après la fin de MOOC, il a édité donc Edmond. Et donc, direct, j'ai eu envie de continuer. Donc Millimage n'en a pas voulu, et donc on s'est dit avec Anna, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Et donc vous avez décidé de finalement lui acheter les droits d'adaptation audiovisuelle. À Nathan. Ah oui, c'est Nathan. Excusez-moi. Donc, j'imagine que ces moments-là, c'est des négociations qui sont longues, qui peuvent prendre un peu de temps. On a un peu sué. Empêche de dormir et compagnie. Mais bon, vous y êtes arrivé parce que vous croyez vraiment au projet. Si bien qu'il a effectivement été greenlighté par France Télévisions. France Télévisions. Et qu'on a démarré la prod au mois de mars. Au mois de mars Le 17. C'est vrai ? Incroyable. Oui, le 17 mars. Et en fait, comme on adapte en 3D et que c'est une 3D où il y a une grosse innovation techno, du coup, je me suis dit, tiens, on va monter un studio. Comme ça, on va apprendre au détour de cette prod. On va apprendre aussi à fabriquer. Donc, c'est en 3D temps réel. Et du coup, on a lancé le studio, le 2 mars. Et la prod s'est lancée le 17. Et on s'est dit, allez, soyons fous. Avec quasiment que des gens qui, en fait, ont travaillé chez eux. Et se sont pour certains rencontrés la semaine dernière. Mais c'est la parfaite illustration que en fait votre industrie continue à travailler même quand il y a les crises sanitaires. Alors c'était pas facile. C'est un peu plus lent, etc. Mais ça continue. C'est pas comme dans le live action où en fait on peut pas aller en studio. Et voilà. Donc vous avez pu démarrer en fait la production. Alors c'en est où à ce stade aujourd'hui ? En fait voilà, on a démarré au mois de mars. Donc là on est en pré-prod, on est sur le design 2D, on est sur l'écriture, voilà. Puis la fabrication va démarrer à la rentrée. On va regarder un peu des images d'Edmond et Lucie. C'est en temps réel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, c'est vrai ? Normalement, il y a du son. Non, mais là, il devrait y avoir du son. Non ? Ah oui, là, il devrait y avoir du son, oui. Non, mais c'est pas grave. Ah, alors. Ça, c'est la bande-annonce de France TV. On va commenter. Mais racontez-moi, alors, c'est quoi cette innovation 3D temps réel là ? Alors, je laisse François raconter, puisque visiblement.
Donc on connaît le 3D. Voilà, la 3D. Oui. Et la 3D temps réel, je ne vais pas dire c'est tout nouveau, ça vient de sortir parce que ça existe depuis que le jeu vidéo existe. Ouais. En fait, c'est la reconnexion entre l'animation et le jeu vidéo, qui sont deux familles, pas ennemies, mais en tout cas qui ne communiquent pas, pas trop jusqu'ici. Et donc maintenant, nous, on fabrique Edmond avec un studio à Lyon, pas en copro, pardon, avec un studio, un Presta à Lyon qui est un studio de jeux vidéo qui s'appelle Artefacts. Oui. Qui font du jeu vidéo depuis très longtemps. Et en fait, on se rend compte que les outils développés par des décennies de développeurs dans le jeu vidéo permettent maintenant d'avoir une qualité graphique suffisante pour l'appliquer à l'animation. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on parle de quelle techno? Les technos Unreal, Unreal et Unity. Epic et Unity. Voilà. Donc là, en l'occurrence, Edmond, c'est fabriqué avec Unity. Ok. Donc c'est vraiment des développeurs qui sont à la base des développeurs pour le jeu vidéo qui optent tout de suite sur un projet d'animation où il faut remodeler à partir des dessins et de ce qui est proposé. Alors il y a toute une partie des métiers qui ne changent pas, qui sont les métiers de la 3D. On modélise les personnages, on les rigue, c'est-à-dire qu'on fait leur squelette, on fait les textures, etc. Ça ne change pas. Il y a tellement d'innovations, je ne sais pas par laquelle commencer, mais le grand intérêt en fait c'est que le jeu vidéo, en fait, la plupart des choses sont, on appelle ça procédural, c'est-à-dire en fait c'est des calculs qui permettent de faire les choses qui sont en clair, ultra optimisés. Oui. Et qui permettent donc faire un affichage de 25 images secondes, puisque nous on ne veut pas plus, mais dans le jeu vidéo on monte à 60 images secondes. Là où effectivement en 3D traditionnel, c'est 20 minutes l'image. D'accord. Donc on est effectivement sur c'est pour ça qu'on parle de temps réel. Voilà, le temps réel, c'est parce qu'effectivement, quand on fait play, on a passé beaucoup de temps avec Anna justement à faire le tour de plein de chaînes de télé dans le monde pour leur montrer. Et à chaque fois, on leur montre le pilote, donc les quelques images qu'on a vues là. Là, c'est un montage de France Télévisions. On montre le pilote et puis on dit, en fait, ce que vous venez de voir, c'est pas une vidéo. Ah bon, donc ils comprennent pas. Donc je reviens au début, je refais play, puis je fais pause. Et quand je fais pause, on voit que le vent dans les arbres continue de bouger, on voit les feuilles, et puis je dis, ça vous dirait que l'épisode se passe en fait en hiver, et là j'appuie sur une touche et pouf, ça c'est génial. Il y a la neige partout. Là on rentre dans une autre dimension. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pardon je te coupe, c'est que du coup tout ça en fait, c'est cette innovation, elle est liée en fait au projet. Oui. C'est que c'est. Enfin, c'est un gros projet, parce que ce n'est pas que sur ce projet-là. En fait, c'est une nouvelle manière de fabriquer les choses pour une qualité de travail meilleure pour tous les gens qui travaillent dans la série. Le fait qu'on ait un rendu définitif immédiatement évite que les gens qui bossent en 3D travaillent sur ce qu'on appelle des playblast, des greybox, c'est-à-dire des versions low def de l'image en 3D jusqu'à ce qu'on fasse le bouton render à la toute fin où on espère que tout va bien se passer. Tout le monde travaille sur une version noir et blanc pas intéressante, pas jolie. Tandis que là, dès le storyboard, en fait, l'image, elle est définitive. Donc, même les bordeurs travaillent sur une image avec déjà le vent qui souffle, qui fait bouger les feuilles. Oui, donc on est en train de couper des étapes, en fait. On ne les coupe pas. En fait, c'est de l'itération. C'est-à-dire que quand on lance le premier épisode, évidemment, le premier storyboard, on n'a encore pas fabriqué tous les persos, on n'a encore pas fabriqué tous les décors. Donc, il va faire sa mise en scène, donc, quand même déjà dans un espace 3D, parce qu'on développe un outil qui permet on a développé un outil qui permet de border directement dans la 3D. D'accord. Ce qui fait que la phase de layout est un peu simplifiée, forcément. Et au fur et à mesure que la prod avance, en itération, tout ce qui a été fait à la suite du premier épisode vient se recaler pour le storyboard prochain, où déjà, donc, il y aura des choses qui seront en couleur, certains effets spéciaux, des éclairages, et donc petit à petit, en fait, l'épisode est... On le voit au fur et à mesure exister, au fur et à mesure du travail. Il n'y a plus de temps d'attente. Et vous n'avez plus le temps de rendering, du coup Zéro. Ok. Par rapport à la distrib, c'est super intéressant, parce que ça permet d'avoir, en fait... là, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On est dans une grosse phase de R&D, évidemment, parce que c'est encore du jamais vu. C'est avant-gardiste, on est vraiment sur le edge. En clair, là, ce qu'on va livrer à Miam Distribution, c'est un fichier exe, une application, où on définira juste quelle est la langue qu'on veut, et lancer ce fichier calculera automatiquement en temps réel toutes les images de la série, de l'épisode, et selon le pays,
s'il y a du texte qui apparaît sur un livre, par exemple, qu'on voit dans l'image, il sera intégré ça avec la changera langue tout seul le truc, et donc on peut faire des versions totalement internationales de l'épisode. D'accord. On peut choisir aussi le format d'export, si on veut que ce soit du 4K, du 8K, du 16K, du 32K, ça marche, parce qu'en fait, c'est génial. L'épisode est virtuel tant qu'il n'est pas calculé. Et alors, mais comment ça se passe? Il faut payer une licence à Unity et à Unreal quand on vient développer sur leur technologie? Oui, c'est donc c'est vraiment du logiciel, quoi. Oui, c'est du logiciel. Après, il y a une énorme phase de R&D, de développement. On développe nos propres outils. Oui, j'ai l'impression que vous avez, par exemple, l'histoire du storyboard qui permet de caler directement. Ça, c'est vous qui avez développé ça. Oui, ça, c'est nous qui développons. Okay. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais du projet, c'est aussi que on en est venu en fait à toute cette R&D parce qu'en fait Edmond, c'est une série où le concept en fait est fortement ancré dans la nature. En fait, on veut reconnecter les enfants et les familles à la nature. Et parce qu'il vit dans son arbre, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'est une famille, une bande de copains qui vivent dans ce grand châtaignier en pleine nature. Et en fait, on avait très envie d'adapter ces livres en 3D. Pour plein de raisons, les ambiances, les textures, les couleurs. Et entre autres parce que Marc Boutavant avait envie. Marc Boutavant avait très envie de faire de la 3D. Okay. Et du coup, le fait de le faire en 3D classique nous aurait en fait empêché d'avoir une nature riche, diversifiée, 4 saisons, qui évolue et de vraiment correspondre à notre vision, à ce qu'on avait envie de faire et au concept qu'on avait envie d'avoir. Vu que tous les temps de calcul sont tellement longs en 3D classique, par exemple, le vent dans les feuilles, c'est impossible, c'est interdit. Ouais. Ça fait plein d'images à calculer tout le temps. Donc en général, on fait un décor fixe. Et puis, Mais est-ce qu'on est dans la même technologie que celle qui a été employée pour la production de Mandalorian? Alors, oui, Mandalorian, c'est du temps réel. Oui, c'est du temps réel. Sauf que eux l'incluent directement dans un panneau. Exactement. C'est-à-dire que c'est un mix avec du live. Du live et du. Mais donc c'est du Unreal en fait derrière qui tourne et qui permet justement de changer des petits détails. Oui, et du coup, ça permet en fait d'aller plus loin, narrativement, artistiquement parlant. Et c'est vraiment ça qui permet, est notre, en fait, tout l'argent qu'on met pas dans le rendu, oui. parce que c'est quand même beaucoup d'argent, on le met dans la fabrication des assets, dans l'anime, etc. Donc pour nous, c'est revaloriser finalement. Produire plus vite pour moins cher, c'est faire valoriser plus de les choses, métiers en fait. Effectivement, mettre de l'argent là où il se voit en fait à l'image. Super, hein. C'est intéressant, hein. Franchement. Déjà, c'est audacieux d'avoir été sur cette technologie-là parce que c'est les balbutiements, notamment dans l'animation. Est-ce que vous avez été inspiré par d'autres dessins animés qui utilisent cette technologie? Vous avez dit c'est vraiment top. En fait, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu très peu de productions. Il y a des mini-séries. Tant mieux Prod avait produit Monsieur Carton, qui était la toute première série en temps réel en 2016. Mais c'était un format plus réduit. Très court, c'était du 2 minutes, 13 fois 2 minutes. Mais du coup, oui, ils ont ouvert la voie, on va dire. Il y a eu des clips, des courts-métrages, mais c'est vrai qu'une série au format industriel de 52 épisodes de 11 minutes, c'est un peu le... Alors, il y a des Espagnols qui font ça. Non, c'est un mélange. Il y a Be Waters en Espagne qui fait une série qui est hybride. Les personnages sont faits sur Maya, je crois. Et tous les décors sont faits dans Unity. Le grand intérêt, c'est que c'est des épisodes qui se passent jamais au même endroit. C'est des personnages qui parcourent le monde, je ne me rappelle plus exactement. Mais effectivement, ça aurait été une fortune de faire ça à chaque fois à traditionnel, on va dire. Ouais. Ok. Bon, super. Ça, c'est l'autre grand intérêt, évidemment, c'est que donc, le pas vers le jeu vidéo est immédiat. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit pour la série sont des assets réutilisables c'est potentiellement. Visible dans notre petite démo qu'on fait au diffuseur. C'est-à-dire que quand je fais pause, on peut prendre possession des personnages et aller se balader. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc en termes de réal, finalement, c'est comme si vous avez une manette, un joystick et que vous donnez vie aux personnages. Ça change pas grand-chose au métier de réal. Ouais. Le petit plus, on va dire, moi j'appelle ça le God Mode Activated, c'est que jusqu'à la toute fin, je peux en fait changer à peu près tout. C'est-à-dire qu'un éclairage qui va pas, oui, on le fait. Finalement, Edmond, ce jour-là, il a mis sa salopette bleue. Ok, c'est pas grave, on peut le faire. Finalement, on va se recadrer un peu plus par ici. Oui, on peut le faire. Est-ce que c'est pas ouvrir la boîte de Pandore pour les
les retours des chaînes et tout. Est-ce qu'on aimerait ci, on aimerait ça, etc. Si, après, on compte sur l'intelligence des chaînes. De comprendre qu'il y a un certain nombre de retech qui, évidemment, ça ne change rien. Par exemple, une anime à changer, c'est quand même refaire une anime, qu'on s'entend réel ou pas. Et si on extrapole, ça pourrait être aussi dans les mains des enfants, en fait, qui voudraient, je sais pas, dans un avenir proche ou lointain, donner vie à leur histoire au sein du monde d'Edmond, créer leur personnage, etc. Oui, il y a moyen, oui. Comme il existe, vous connaissez le jouet Lumi qui permet de raconter la boîte à histoire. histoire. Bah oui, on peut imaginer aller dans cette itération-là. Là, on étudie la question que certains épisodes d'Edmond soient en narration interactive. Trop bien. Donc avec des embranchements. Oui. Bah écoutez, c'est un super projet. On lui souhaite une belle sortie finalement parce que ça sera 2022. 2022. Été 2022. Ouais. Ok, sur quelle chaîne du coup? France 5. France 5. Bah, excellent. Ouais. Félicitations pour ce projet-là. Il y a un autre projet, mais qui lui est en distribution, qui a attiré mon attention, c'est Les Dangers. Oui. Parce que j'ai trouvé un nouveau style d'animation. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans voilà, les personnages et puis un peu le truc un peu déjanté. On va regarder tout de suite une bande-annonce en quelque sorte et on va en discuter. Ouais, c'est le pilote, c'est ça. Coucou du labo les enfants, j'ai bientôt fini mon travail et on va... Du jour au lendemain, il y a tout qui s'est éteint. Plus d'énergie, plus rien. Depuis ce grand bouleversement, ma sœur Tess a une coiffure à 100 000 watts ou plus. C'est la seule qui peut refaire marcher les machines. On vit dans le trac de notre père. Mais comme tous les adultes, il sait plus parler normalement. Mon frangin Oscar, c'est devenu une flamme olympique. Un vrai champion, mais de la cuisson. À table. Bref, depuis ce grand bouleversement... Voilà, c'est... je sais pas, ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai envie de le regarder, ce truc. Ouais. En fait, c'est Tchak. C'est un studio d'anime et producteurs qui sont à Lille. Ouais. Et donc, le producteur, c'est Mathieu Liégeois. Et son associé et DA de la boîte, c'est Luciano Lépinet. Et donc, ils sont... c'est des orfèvres, quoi. Ils sont ultra créatifs. C'est eux qui sont aux manettes de Petit Malabar, dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Et oui, en fait, c'est un projet qui est en développement, qu'ils ont pitché au Cartoon Forum l'année dernière, en 2019. Et donc, Miam les accompagne justement très très tôt pour les aider à trouver un diffuseur en France, à l'international. Oui. Et effectivement, oui, c'est un projet qui est graphiquement qui dépote, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et oui. Et dans l'histoire, le truc. Et dans l'histoire, en fait, c'est dystopie. C'est envisager un monde post-apocalyptique, mais de manière hyper positive. Et ça m'a plu. Aujourd'hui, encore plus avec ce qui s'est passé. Du coup, il y a une sorte de discours un peu anxiogène de fin de monde et d'effondrement. Enfin, les enfants qui sont dans les maisons écoutent parfois la radio, regardent les infos. Je sais pas si... Enfin, comment dire, c'est bien d'avoir un programme où ça permet d'échanger et de parler de ça. Et puis surtout, de désacraliser, en fait, ça. C'est-à-dire que, OK, peut-être qu'on va vers un changement, peut-être brutal, peut-être radical, peut-être pas, on ne sait pas. Mais le changement n'est pas forcément synonyme de négativité. C'est-à-dire que là, c'est une famille qui fait face à un nouveau monde où tout a changé. Les plantes ont repris un peu le pouvoir dans les villes. Les adultes parlent plus. Ils s'expriment par onomatopée. Et en fait, eux, ils sont là dans leur Monster Truck qui fonctionne à l'énergie solaire. et en fait, c'est une sorte de... Pour l'instant, l'état de l'écriture, c'est que c'est un road movie, en fait, d'une famille surtout, en fait, qui stick together, comme on dit en anglais, et qui en fait va faire face aux événements avec beaucoup d'énergie, de positivité, et voilà. Et en fait, les enfants, ils ont chacun un super pouvoir. Tess, elle a une pile électrique en fait qui apparaît, et Oscar, c'est une flamme. Oui. Et en fait, dans ce monde-là, il y a plus d'énergie. Donc tout d'un coup, eux, ils s'auto-missionnent. Donc Tess, elle est hyper partante, c'est un moteur, et Oscar, lui, il est un peu plus je peux aider, mais si je peux être tout seul dans mon coin, enfin en tout cas foutez-moi la paix, c'est quand même mieux. Donc du coup il y a ce binôme qui se met en place où Tess en fait elle s'auto-missionne pour aider, quoi, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, et
Et du coup, c'est vraiment une comédie, en fait. Et je trouvais ça chouette d'aborder les choses de ce point de vue-là et surtout de montrer qu'en fait, c'est pas la fin. Voilà, c'est autre chose. Mais en fait, ça peut être super cool. Et faut pas avoir peur du changement. J'ai l'impression que ce binôme plein d'énergie, c'est un peu vous deux. Hein. Franchement, je suis super content d'avoir pu échanger avec vous. On arrive malheureusement à la fin de ce podcast. Ouais. Donc encore merci. Merci aux auditeurs et aux auditrices. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos proches ce podcast et à vous abonner à notre sur votre plateforme pour recevoir les prochains épisodes. Merci et au revoir. Merci.